La corruption est dans l'homme comme l'eau est dans la mer. Citation de Mirabeau. Selon le dictionnaire Larousse, la corruption, c'est l'action de soudoyer quelqu'un ou de pervertir. La jeunesse, c'est une période de vie entre l'enfance et l'âge mûr chez l'homme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un autre numéro de Carrefour étudiant. Jeunesse et corruption, c'est le thème de ce soir. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des invités. Premier invité, M. Sinad Diarra. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant à l'Esprit. Oui. Vous faites les masters gestion des projets et management de qualité. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Second invité, M. Habib Savané, également étudiant à l'ICAO. Vous faites la science de l'éducation. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'aurais commencé par M. Diarra. Oui. Que pensez-vous de la corruption au Mali? La corruption au Mali, je pense qu'on peut beaucoup en parler. Et c'est un thème, je ne dirais pas d'actualité, mais qui est un thème qui est de tout le temps débattu. Vous avez déjà commencé par définir la corruption. Moi, j'ai personnellement deux définitions de la perception, de la corruption plutôt. La première définition, c'est l'altération, la perversion de ce qui est. C'est-à-dire un état donné que l'on change, que l'on pervertit pour en donner une autre nature, moins pure, moins normale. Et également, la corruption peut se voir de manière financière, comme nous le percevons très généralement au Mali, qui est le fait de soudoyer. Généralement, quand on parle de corruption au Mali, les gens pensent directement à de l'argent. Alors que la corruption, ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est la pression, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est ce qu'il y a au Mali. D'ailleurs, au Mali, il y a beaucoup plus de corruption sociale que de corruption financière. C'est l'ami de quelqu'un, le cousin de quelqu'un, le parent de quelqu'un qui fait toujours jouer ses influences pour avoir ce dont il a besoin. Donc je pense que la corruption au Mali, aujourd'hui, c'est une réalité sociale, une réalité culturelle qui se sent dans tous les niveaux de vie au Mali, qui se sent dans tous les domaines et qui nous touche, nous surtout particulièrement les jeunes. Monsieur Habib Savané, la corruption au Mali, que pensez-vous de ces fléaux? On vous remercie d'avoir donné l'opportunité de discuter aussi ces sujets aussi importants que d'actualité. La corruption, pour moi, c'est l'action de détourner quelqu'un de son devoir en vue de l'engager vraiment dans quelque chose qui n'est pas égal. Et c'est là, comme si vient dit M. Diarra, ça peut se faire de différentes formes. Et toutes ces formes-là vraiment constituent la cause même, sinon les causes vraiment du retard de notre pays et aussi de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la corruption, c'est partout dans le monde. Mais de la généraliser d'une manière qui vraiment, chacun se permet de se faire à son niveau, vraiment, ça devient inquiétant. On vous remercie pour avoir nous donné cette opportunité pour parler de la corruption. Merci. Merci. On dit corruption et jeunesse. Et M. Sinad Diarra, Oui. est-ce que les jeunes Maliens sont-ils plus corrompus que les vieux? Plus corrompu, je dirais que c'est la manière de voir les choses. D'un point de vue du nombre, d'un point de vue numérique, quelles sont les tranches d'âge les plus corrompues au Mali? Étant donné que les jeunes sont les plus nombreux au Mali, on va dire qu'il est normal que les jeunes soient les plus corrompus du point de vue du nombre. Cependant, quand on parle de corruption, c'est beaucoup plus que le nombre. C'est d'abord la source, c'est tout un système qui est en place. Et si on veut prendre par degré de corruption, je dirais plutôt que c'est les gens du troisième âge, oui, carrément, qui sont à la source de cette corruption, qui sont les initiateurs de cette corruption, qui, je dirais, ingèrent et digèrent la jeunesse malienne. C'est vrai, la majorité des personnes arrêtées pour des motifs de corruption ont entre 35 et 45 ans. On va se dire les jeunes sont les plus corrompus, mais ce n'est qu'un point de vue numérique. Alors que dans la réalité, les gens du troisième âge ou les gens de plus de 45 ans simplement sont réellement ceux qui font la corruption au Mali, alors que les jeunes sont dans la corruption. Une très grande différence pour moi. Chez M. Savané, en fait, qu'est-ce qui favorise la corruption chez nous, surtout chez les jeunes? Ce qui favorise la corruption, avant même
de ce qui favorise la corruption, nous allons parler des causes d'abord de la corruption. D'accord. Parce que pourquoi les jeunes sont corrompus ou encore et pourquoi la corruption même. Pour cela, nous avons dégagé un certain nombre de causes. La première des choses, ça c'est la cupidité. Vraiment, les jeunes veulent tout avoir tout de suite. Et puis voilà, ils sont vraiment, ils ne sont pas conscients de certaines réalités. Tout le monde veut emporter tout. Et la deuxième des choses, ça c'est vraiment l'absence de la formation civique et morale. Vraiment, je réponds à votre question par ça. C'est ce qui favorise aussi vraiment la corruption. Quand une personne veut prendre la part de 1000 personnes, mais cela veut dire que vraiment il a manqué une formation civique et morale à la base. C'est pourquoi l'une des causes c'est la formation physique et la formation civique et morale. Et ensuite, il y a l'impunité. Quand vraiment on voit ceux qui sont corrompus ou bien vraiment les résultats de la corruption dans notre société, quelqu'un qui vole, qui circule vraiment dans les voitures de 100 millions sans impunité ou sans rien. Mais moi aussi, je vais me lancer dans la voiture parce qu'il n'y a pas de sanctions. C'est pourquoi l'impunité aussi vraiment favorise la corruption. Et ensuite, un phénomène qu'il ne faut pas négliger dans la corruption aujourd'hui, ça c'est quoi? Ça c'est la mondialisation. Les jeunes Maliens, ou bien on parle du cadre du Mali, les jeunes Maliens vraiment veulent se ressembler à d'autres jeunes à travers le monde. Si vous voyez, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, en Côte d'Ivoire, avant l'arrivée de Alassane Ouattara, vous voyez, tous les jeunes étaient vraiment, il y avait du boucan, il y avait beaucoup de choses. Les jeunes, tous les jeunes vraiment se sont engagés dans ça. Et les jeunes Maliens aussi voient ça sur le net, ils voient les jeunes Libanais, ils voient les jeunes Français, ils voient les jeunes Algériens, ils voient les jeunes partout. Ils veulent ressembler à eux. Alors que vous n'avez pas les mêmes formations, vous n'avez pas les mêmes moyens, vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous êtes obligé vraiment de voler, bien d'entrer vraiment dans des choses qui vont vous conduire vraiment, ou conduire même l'État vraiment dans ce qui nous sommes aujourd'hui. C'est ce qui favorise la corruption pour moi. En fait, vous avez mis en cause, je dirais, la responsabilité des jeunes. Et est-ce que les jeunes maliens sont responsables ici par rapport à la corruption? Les jeunes maliens vraiment sont beaucoup responsables. Parce que pour répondre à cette question d'abord, il faut savoir définir la corruption. Parce que quand on regarde la corruption, il y a beaucoup de personnes qui ne se voient pas sentir. On voit qu'un ministre, ou bien vraiment un député ou un maire qui vole. Alors que vous-même à votre niveau, en tant qu'élève, en tant que professeur, en tant que, je ne sais pas, commerçant, en tant que, je ne sais pas quoi, vous êtes en train de voler quelque part. Un élève qui triche, qui copie vraiment son camarade, il est en train de faire la corruption. Un commerçant vraiment qui triche vraiment la balance, il est en train de faire la corruption. Et le plus souvent des cas, on acquise vraiment les sommets, c'est ce qu'on voit. Quelqu'un a volé des milliards, quelqu'un a volé des millions. Alors que vous qui volez aujourd'hui à votre niveau, quand vous êtes mis à son niveau, mais vous allez voler aussi. C'est ce que le proverbe Bambara dit que celui qui vole l'œuf vraiment est capable aussi de voler vraiment. Un jour un B. Voilà, un B. Voilà, c'est juste la corruption, c'est à tous les niveaux. Les jeunes sont intéressés et c'est aussi leur principal acteur. Pour conclure sur ces points, si vous voyez que, comme assez bien dit au camarade Diarra, c'est à la troisième âge. Mais quand nous descendons un peu bas, nous allons voir que c'est la conséquence vraiment de ce qui s'est passé au plus bas niveau. Étant élève, vous avez appris la corruption. Étant jeune, vous avez appris la corruption. Mais arrivé au plus bas niveau, mais vous ne serez qu'un grand corrupteur. Oui, merci. Merci. Monsieur Silani Diarra, Oui. et disons la vérité, le président Ibeka est le seul président qui a franchement déclaré la guerre contre la corruption. Mais dans les actions, on constate un grand écart. C'est-à-dire ce qui est dit et puis ce qui se passe sur le terrain, c'est différent. Concernant la question, disons, Ibeka et corruption au Mali,
pense que c'est vraiment très compliqué d'en parler, car nous n'avons pas pour le moment un bilan global chiffré par rapport à la corruption. Les chiffres que nous pouvons prendre pour faire nos analyses datent de 2014, 2016. D'ailleurs, le dernier rapport de Transparency International classant par rapport le dernier classement plutôt par rapport à la perception de la corruption date de 2016. Donc il est difficile de se prononcer de manière très concrète par rapport à cela, à mon niveau, bien sûr. Ce dont je peux parler, c'est du ressenti. Le ressenti. Vous savez, la corruption, plus qu'un fait, c'est un ressenti. Quand partout dans un pays, les gens sentent qu'il y a un problème, c'est que le problème, il est là, il est réel. Ce n'est plus une question à débattre. Mais maintenant, le niveau de ressenti, c'est cela qui montre réellement ce qui se passe. Il y a tout le temps eu de la corruption au Mali. Et je dirais qu'il y aura tout le temps de la corruption au Mali. Il y aura toujours de la corruption dans tous les domaines et dans tous les pays. Mais le plus important, c'est de pouvoir les réguler. Les pays aujourd'hui classés dans l'indice, dans le classement de la transparency internationale, ne sont pas des pays là où il n'y a pas de corruption. Mais c'est des pays dans lesquels l'indice de corruption est le plus bas au monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la corruption, mais elle est moins ressentie par la population. Et je pense que le premier travail qu'on doit faire ici, le premier travail qui doit être fait, et qu'Ibeka aurait dû faire, ce n'est pas la lutte en tant que telle, mais le travail sur le ressenti. Vous savez, au Mali, tout le monde connaît tout le monde. C'est dans les quartiers au Mali, tout le monde connaît les grands voleurs, tout le monde connaît les grands bandits, mais ils sont toujours libres en train de circuler. C'est un phénomène inexplicable. Donc en réalité, le plus important, c'est le ressenti. Parce que même si les actions sont posées, tant que le ressenti n'y est pas, on ne voit pas l'évolution de la chose, du point de vue de la population quand même. J'ai moi-même été témoin de beaucoup d'actions qui ont été menées. Il y a des magistrats, des hommes de justice, des policiers qui ont été arrêtés, qui ont été mis en arrêt par rapport à la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite. Il y a des lois qui ont été votées depuis 2013. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Il y a même eu des débats, des conférences nationales sur la corruption. D'ailleurs, j'ai moi-même eu l'honneur d'assister à une conférence à l'époque animée par Moussa Amara et le vérificateur général du CICB. Là, on parlait des causes de la corruption. Et comme cause de la corruption, ça avait parlé du niveau de vie. Et on constate que sous le régime d'Ibeka, c'est quelque chose à saluer, il y a eu quand même une augmentation de 20% sur le salaire des fonctionnaires. C'est déjà un premier pas pour la lutte contre la corruption. Mais comme je le dis, certains faits sont posés, mais le plus important ici, c'est le ressenti. Faites tout le bien du monde pour les gens, tant qu'ils le voient en mal, vous n'aurez jamais le bien que vous souhaitez leur faire. C'est ça le plus grand problème. Et il a parlé de communication. Qu'est-ce que la corruption? De manière, comme il a dit, c'est à grand niveau, on voit la corruption. La corruption, vous savez, elle existe partout, à tous les niveaux. Vous savez, la corruption, ce n'est pas seulement de l'argent, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, vous organisez un événement au Mali, vous dites entrée gratuite. L'entrée est gratuite. Mais vous voyez quelqu'un qui va vous appeler, ah mon gars, j'arrive avec mes amis, garde-moi 10 places. L'autre va te dire, ah tu me gardes 10 places, mais moi je suis ton ami d'enfance, tu peux me garder 5 places. C'est une forme de soulagement. Vous voyez, ce n'est pas de l'argent qu'on donne. Mais même là où l'entrée elle est gratuite, on trouve un moyen pour avoir des facilités pour rentrer. Donc vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire au Mali. C'est vraiment social, c'est vraiment culturel. Et je dirais que le plus gros de travail à faire est sur la perception de la corruption. Que les gens se rendent compte que les petits actes qu'ils posent au quotidien ne sont peut-être pas de la corruption comme nous la voyons, mais c'est le chemin qui les engage vers la corruption. Et si les gens arrivent à percevoir réellement ce qu'est la corruption, ils se rendront compte que ce qu'ils font n'est pas forcément juste. Et en ce moment, je pense qu'une conscience nationale va s'éveiller et nous pourrons alors dire que quelque chose a été fait réellement. Espérons-le. Et Monsieur Habib Savani, dans nos écoles, la corruption aussi est devenue le chemin le plus court, le plus facile pour obtenir des diplômes. Que pensez-vous? Dans les écoles, tout ça, c'est les résultats de la formation, du manque de formation civique et morale. Pourquoi les élèves pensent qu'on peut avoir autrement des notes? C'est parce qu'ils ont su que les mérites vraiment n'est pas aussi important que ça. Ils ont choisi vraiment les chemins, les chemins les plus courts. Pour cela, l'État doit jouer vraiment son rôle, et tout son rôle, pour pouvoir empêcher ça. Pourquoi on ne sanctionne pas vraiment les professeurs qui donnent des notes? Il y a toutes les manières aujourd'hui vraiment de transmettre des notes. Pas de, comme assez bien dit, pas de cas social, il y a des notes, comme on a l'habitude de dire, sexuellement transmissibles. Voilà, il y a tout ça. Mais quand on voit quelqu'un aussi qui accuse l'État de faire ceci, mais lui, il négocie vraiment les professeurs pour qu'il donne vraiment des notes à son fils. Mais lui aussi, il est plus pire qu'Ibeka. Parce qu'Ibeka, c'est aujourd'hui. Mais demain, les conséquences vraiment vont remonter et d'abord à son fils et ensuite à ses petits-fils. C'est pour cela vraiment pour la solution même de la lutte contre la corruption, ça commence à l'école.
Aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables vraiment d'investir des milliards pour combattre ces fraudes au niveau de l'école, mais demain ça va nous faire. Vous avez parlé du rapport général, du vérificateur général. Combien de milliards ont été volés dans ces 5 dernières années? C'est énorme. Voilà. Mais imaginez si avant 20 ans, on avait pris vraiment les quart de ces milliards-là pour investir dans la sensibilisation et la formation de la jeunesse, vous voyez qu'on n'aura même pas volé ça. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, nous, en tant qu'association ou bien en tant que jeunes étudiants, voilà, je ne sais pas quoi, quand on va avec un projet vraiment pour sensibiliser au niveau des établissements, pour lutter contre la corruption, pour lutter contre les fraudes, vous voyez qu'on n'a pas de financement. Parce qu'ils ne voient pas l'impact direct de ça. Mais demain, par exemple, s'ils nous refusent de donner 1 million ou 2 millions aujourd'hui pour cette cause, demain, ces mêmes élèves-là qui n'ont pas été sensibilisés à ça vont voler des centaines de milliards. Est-ce que vous voyez les conséquences? C'est du cause au effet. Quand vous n'agissez pas aujourd'hui et demain, vraiment, l'effet va se sentir. C'est pour cela que l'éducation, il faut investir dans l'éducation, il faut sensibiliser, il faut former, il faut informer, il faut aussi punir vraiment ceux qui font ces différents types d'actes. D'accord. En fait, M. Silali Diarra, est-ce que les jeunes peuvent lutter contre la corruption? Oui, les jeunes peuvent lutter contre la corruption. Déjà, les jeunes sont les principaux acteurs de la corruption au Mali, même s'ils ne sont pas forcément les initiateurs. Ils sont les principaux acteurs de la corruption au Mali et en ce sens, ils sont au cœur de la chose. Et réellement, ils peuvent lutter contre la corruption. Comment? Il a parlé de tentatives de communication par rapport à la corruption, de sensibilisation et tout. Vous leur dites rencontrer des difficultés quand vous essayez d'aller vers certaines personnes pour vous financer. Je pense que le voleur qui chasse le voleur ne va jamais attraper le voleur. Je ne sais pas si vous me comprenez, le voleur qui chasse le voleur ne va jamais attraper le voleur, quand il s'agit de lui-même. Quand vous partez voir des gens qui se sentent visés par les conférences portant sur la corruption, il sera difficile pour eux de vous accompagner. Là, c'est sûr. Mais pour lutter contre la corruption, comme il a dit, ce n'est même pas à l'école, c'est depuis la famille. Apprenez aux gens, aux enfants, que tout n'est pas facile. La facilité peut être, oui, un gain de temps peut être bénéfique, mais la facilité n'est pas forcément la meilleure voie à aborder. Quand vous apprenez aux enfants depuis le début, il suffit de faire ça pour quelqu'un, pour qu'il te donne ça, cette personne grandit avec la mentalité. Aujourd'hui, au Mali, on dit le secteur le plus corrompu, c'est la police. Mais au fond, est-ce que ça n'arrange pas la population? Quelque part. Vous n'avez pas de vignettes. 12 000 francs. La contravention, vous allez payer. Vous allez dépenser 15 000 pour récupérer votre moto. Il suffit de donner 1000 francs et on vous récupère votre moto. Oui, le policier est corrompu. Mais est-ce que quelque part, ça ne t'arrange pas en lui donnant seulement 1000 francs? Donc vous voyez, la corruption, on en fait un thème d'actualité, des débats tout le temps. Mais vraiment, c'est nous, surtout les jeunes, que ça arrange le plus en réalité. Cet état de corruption, ça nous arrange. Quelque part, on se plaint. On veut lutter contre, mais en réalité, on se dit, ah, il y a des avantages qu'on tire de la corruption. Donc la première chose à faire, c'est qu'une seule personne, c'est vrai, se dise, ah, cette corruption, je la crée. Je la dénonce, oui, mais je la crée moi-même. Qu'il essaie de parler à une deuxième personne à côté de nous. Effectivement, nous créons la corruption. Ainsi de suite. Cet éveil collectif va se faire. Et à ce moment, ces jeunes qui sont des acteurs de la corruption pourront changer quelque chose. Comme il a dit, la corruption commence au plus bas. Les jeunes corrompus qui arrivent au sommet, ils font toujours de la corruption. Mais un jeune qui a vécu de la corruption, qui a vu tous les maux, qui s'est éveillé, qui prend conscience de cet acte, arrive au sommet et se dit, voilà ce que j'ai fait. Je connais le circuit, je dois empêcher ça maintenant. Ne va-t-il pas pouvoir bloquer la corruption? Le contrôle hiérarchique, j'ai dit souvent. Si aujourd'hui tous les Maliens blâment le président, pas qu'il est responsable de tout, mais c'est la hiérarchie qu'on voit. Au président maintenant de taper sur les têtes nécessaires, qui vont aussi taper sur les têtes nécessaires. C'est l'ordre hiérarchique qu'on va suivre. Quand tu as un problème en bas, franchement, c'est la hiérarchie que tu vois. Quand on vient chez toi pour se plaindre, ce n'est pas le grand frère qu'on cherche, c'est d'abord le papa. Quand le papa n'est pas là, ensuite le tonton ou le grand frère. C'est comme cela que ça marche. Donc, corrigeons-nous depuis le plus bas pour qu'arriver au sommet, on arrive à changer le changement, on arrive à changer le système. Sinon, qu'on pose les graines du changement tout au long, jusqu'à nous ici, jusqu'au sommet. Merci. M. Abdou Sarani, des propositions concrètes de lutter contre la corruption. Des propositions concrètes pour lutter contre la corruption, c'est d'abord au niveau individuel, ensuite au niveau de l'État. Au niveau individuel, c'est l'engagement personnel vraiment qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comme a si bien dit Raoul Folero, il dit qu'il ne trichez pas, il n'accepte pas qu'on triche autour de vous. Peut-être que vous ne trichez pas, mais aussi n'accepte pas vraiment qu'on triche autour de vous.
Et si tous les Maliens vraiment adoptent ces slogans, vraiment, vous voyez que la corruption va toujours... Parce que quand vous ne donnez pas, et si autour de vous aussi, on ne triche pas vraiment, je pense que c'est une solution. Et aussi, comme je l'ai si bien dit, la formation civique voilà, et morale, comme dans les écoles, et aussi, comme a si bien dit Diarra, en commençant d'abord dans la famille. Tout à fait. Et ensuite, comme solution au niveau, au plus haut niveau, c'est vraiment la punition, vraiment la sanction. Il faut toujours punir vraiment ce qui fait des actes, sinon ça va toujours encourager. Et ensuite, je propose comme solution vraiment de mériter les personnes honnêtes vraiment qui s'engagent pour pouvoir lutter contre la corruption et qui luttent aussi contre la corruption. Vous savez, il y a des policiers devant les coins de Bamako qu'on connaît vraiment qui n'acceptent pas les corruptions. Mais pourquoi ne pas faire un reportage pour lui, sur lui, lui récompenser, lui donner des médailles, mais on ne fait pas ça. Et puis, ce sont vraiment ceux qui volent aussi qui sont les plus récompensés. Et ensuite, comme dernière solution vraiment, en tant que scout aussi, voilà, ici étudiant, mais je ne suis pas ici en tant que scout, mais en tant que scout, on a toujours vraiment une pensée. Vous voyez que tout de suite, Ibeka a voté la loi sur l'enrichissement illicite. Ça a été rejeté. Mais pourquoi? Pourquoi ça a été rejeté? Parce que les gens ne sont pas habitués à l'engagement. Mais c'est nous les scouts, depuis 7 ans, vous engagez. Vraiment, si vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit que ça doit commencer à la base. Chez nous, depuis à 7 ans, vraiment, quand vous voulez devenir membre du mouvement scout, il faut vous engager. Vous allez vous engager vraiment en faisant la promesse. Cette promesse-là, vraiment, suffit à résoudre vraiment tous les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Cette promesse-là, c'est quoi? C'est de gire sur mon honneur. Oui, je promets de faire tout mon possible sur mon honneur. Sur mon honneur, je promets de faire tout mon possible pour servir Dieu et mon pays, aider mon prochain à tout moment et obéir à la loi scout. La loi scout, ça c'est les 10 lois. On n'a pas le temps de dire ça. Mais quand on commence ça vraiment à la base, au sommet, vraiment l'engagement pour l'enseignement ici, ça serait vraiment une formule aussi simple que ça. Il faut promouvoir l'éducation à la base, quel que soit les mouvements scouts, les mouvements pionniers, tout ce qui favorise vraiment l'éducation à la base, il faut avoir ça. Et demain, la solution sera aussi simple que ça. Merci. Parole d'un jeune leader.